Vous voyez ici les élévations de température que nous pourrions avoir au XXIe siècle comparées à celles du XXe. Et en fait, ces élévations sont dépendantes des scénarios. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Le minimum minimorum auquel on aura droit, c'est celui-là. C'est-à-dire que si demain matin, je fais plus fort que Pol Pot et je vous tue tous, et tout le monde sur Terre, et donc il n'y a plus d'émissions, et donc la concentration atmosphérique reste constante, vous me direz, ça te fait une belle jambe puisqu'on n'est plus là, mais c'est un exercice de style intéressant, eh bien, la température va quand même gagner un demi-degré. En d'autres termes, le talon incompressible que nous ne pouvons plus éviter, parce que c'est l'héritage des émissions passées, c'est la manière dont nous avons vécu, tous dans cette salle jusqu'à maintenant, cet héritage que nous laissons à nous-mêmes pour la fin de notre vie et au suivant, qui est incompressible, c'est un demi-degré d'élévation de la moyenne planétaire. Après, si on conserve des émissions constantes, la température planétaire grimpe de 2 degrés. Vous allez voir un peu plus tard que 2 degrés, c'est pas rien, et c'est une autre manière de dire que nous sommes déjà sortis des clous. Le monde du développement durable n'est pas un monde dans lequel on met un grand coup de peinture verte sur la situation actuelle pour la faire durer en l'état. Ce n'est pas ça qui va se passer, et ce n'est pas ça qui peut se passer. Après, si vous allez encore plus haut, vous avez droit à des élévations encore plus élevées, et quelque chose qui est encore très irrévérencieux, j'ai rien contre mon plombier, si vous prenez comme objectif socio-économique que l'ensemble de la planète vive comme vit un Polonais d'aujourd'hui, alors pourquoi un Polonais? C'est ni parce que j'ai quelque chose contre les plombiers, ni parce que j'ai quelque chose contre les papes, c'est simplement parce que ce sont les détenteurs des premières réserves de charbon en Europe, et si le monde veut essayer de prolonger la croissance aussi longtemps que possible sur les énergies fossiles, c'est bien le mode d'approvisionnement énergétique de la Pologne qui va ressembler à ce que fera le monde dans son ensemble. Et c'est bien à cause de ça que j'ai choisi ce pays. Donc je fais vivre l'intégralité de la population comme un Polonais d'aujourd'hui, c'est ça mon objectif socio-économique. À ce moment, j'ai des émissions qui engendreraient une élévation de température de quelques degrés pour la moyenne planétaire. Alors en fait, ça c'est un scénario qui n'est pas possible. D'abord, il n'est pas possible pour des contraintes de ressources, et ensuite, vous allez voir que quelques degrés de transition, ça induit des limitations pour la prospérité de notre espèce qui, à mon avis, interdisent le fait qu'on ait 10 milliards d'habitants sur la planète qui vivent 50 ou 60 ans à la naissance et qui ne se tapent pas dessus à tout bout de champ. La manière dont je vais illustrer ce propos est la suivante. Ici, vous avez une cartographie de l'Europe, enfin exactement du pourtour du bassin atlantique, à gauche en ère glaciaire et à droite aujourd'hui. Alors, l'ère glaciaire, c'était il y a 20 000 ans. Donc, je remonte, je prends la machine à remonter le temps, je vais 20 000 ans en arrière, et je me retrouve au plus fort de la dernière ère glaciaire. J'ai remplacé la France par le nord de la Sibérie, en gros. La France, à l'époque, ça ressemble au nord de la Sibérie. Eh bien, pour faire ça, je n'ai eu besoin de baisser le thermostat planétaire que de 5 degrés. 5 degrés seulement nous séparent de la dernière ère glaciaire, 5 degrés vers le bas, évidemment. Au moment de la dernière ère glaciaire, la température était 5 degrés plus basse qu'aujourd'hui. Pas 50 degrés, pas 25, pas 250, 5 degrés seulement, c'est ce qui nous sépare de l'ère glaciaire. L'ère glaciaire est une ère dans laquelle c'est un tout petit peu différent de ce que nous avons aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des Grenoblois dans la salle. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, puisque Grenoble était sous la glace. Je ne sais pas s'il y a des Danois ou des Norvégiens dans la salle, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup non plus, parce que tous ces pays étaient sous la glace. Je ne sais pas s'il y a des Québécois. À l'époque, ils étaient aussi sous la glace. Vous aviez d'énormes calottes glaciaires qui recouvraient le Canada, la Scandinavie. La France ressemblait, comme je vous le disais, au nord de la Sibérie, sol gelé en permanence, steppe, pas de forêt, précipitations ayant diminué de quelques dizaines de pourcents, et c'est un écosystème sur lequel on est capable de faire vivre la moitié de la défense pour les gens qui y habitent, pas pour les gens qui y travaillent. Donc en gros, allez, on va dire 100 000, 150 000 personnes. Voilà, c'est ça la France en ère glaciaire, et pour ça, il suffit de baisser le thermostat planétaire de 5 degrés. Alors la bonne nouvelle, c'est que les Anglais peuvent venir à pied, ou quasiment à pied, et que pour ceux d'entre vous qui ont perdu de l'argent dans Eurotunnel, vous n'auriez pas perdu cet argent. La Manche n'existait pas. Les calottes avaient tellement grossi et elles avaient prélevé tellement d'eau dans l'océan mondial que le niveau de ces derniers avait baissé de 120 mètres. Et comme le point bas de la Manche est aux alentours de 115, eh bien la Manche n'existait pas, elle avait été remplacée par un fleuve. Et enfin, les différences de température avec aujourd'hui étaient régionalement très inhomogènes, ce n'était pas 5 degrés partout et tout le temps. Ce sur quoi, encore une fois, j'attire votre attention, c'est que vous voyez bien qu'on est passé de la géographie de gauche à la géographie de droite en montant simplement le thermostat planétaire de 5 degrés, et on l'a fait en 10 000 ans, donc il y a eu un peu de temps. Ça s'est appliqué à une humanité nomade de 5 millions d'individus. Il est bien évident que d'appliquer le même genre de transition en amplitude, 5 degrés, en 1 ou 2 siècles, à une humanité sédentaire de quelques milliards d'individus, ça n'a rien à voir, et ça fera au moins des centaines de millions de morts, si ce n'est plus. C'est absolument évident. Ce truc serait extrêmement fortement mortifère parce que ça induirait une modification de l'environnement à un rythme auquel on ne serait pas capable de suivre.
Si je remets en perspective les deux problèmes dont je vous ai parlé, voilà comment vont évoluer les émissions de CO2. Vous voyez là, je pense que jusque-là, vous arriverez à suivre 100 years, un siècle, hein, un millénaire. Donc, ça monte, les émissions de CO2, puis ça va finir par redescendre à cause de la contrainte de ressources ou à cause de notre sagesse. Moi, je préférerais à cause de notre sagesse. Et puis, de toute façon, c'est condamné à tendre vers zéro à l'infini à cause de la contrainte de ressources. À cause de l'inertie chimique du CO2 dans l'air, celle-là même qui fait qu'une fois qu'on l'y a mis, pour le moment, il commence par y rester un siècle avant de commencer à s'épurer, il faut attendre d'être revenu à la moitié de nos émissions de 1990 pour que le CO2 arrête de grimper dans l'air. Ce qui veut dire que ce n'est pas au moment où on va passer le maximum des émissions de CO2 que nous allons stabiliser instantanément la quantité de CO2 dans l'air. Il va falloir redescendre très en dessous des émissions auxquelles nous sommes habitués aujourd'hui pour que le CO2 se stabilise dans l'air. Et de toute façon, le propre d'une fonction qui tend vers zéro, c'est qu'un jour, les émissions de CO2 seront la moitié de ce qu'elles sont aujourd'hui. Un jour, elles seront le quart, un jour, elles seront le dixième. Tout ça n'est qu'une question de temps. Et ça n'est pas au moment où nous passons par le maximum des émissions de CO2 que nous stabilisons ni la température globale de l'air près du sol, ni l'évolution de l'océan et des calottes polaires. Je vous disais tout à l'heure, l'océan, c'est le compartiment qui gouverne de manière dominante l'évolution climatique entre le siècle et le millénaire. Et vous le voyez ici, la réponse de l'océan est très lente. Ça veut dire quoi cette affaire? Ça veut dire que si nous attendons que ce soit la contrainte de ressources qui nous force à passer le pic, à ce moment-là, non seulement nous n'avons pas un problème qui en a évacué un autre, mais nous avons deux problèmes sur les bras en même temps, c'est-à-dire que dans le même temps où nous avons un problème d'environnement à gérer qui va en croissant, nous avons une manière d'y faire face et des ressources pour y faire face qui vont en décroissant. Je suis sûr que nos enfants, si nous les plaçons dans cette situation, apprécieront considérablement l'exercice. Alors, pour ne pas en arriver là, on va donc diviser les émissions de CO2 par deux. Ce n'est pas à vous que je vais dire qu'il serait souhaitable d'avoir un monde équitable, donc je vous donne à vous exactement le même quota, le même droit à émettre qu'à un habitant du Bangladesh. Et à ce moment, ce droit équitable que chacun peut utiliser pour émettre dans une année, c'est le quart des émissions d'un Français, c'est le niveau actuel des émissions d'un Brésilien. Si je vais encore plus loin dans le temps, je vous donne à tous le droit d'émettre dont dispose un Indien d'aujourd'hui, dont je vous rappelle, soit dit en passant, qu'il a déjà 10 esclaves énergétiques à sa disposition en permanence et qu'il a une espérance de vie qui dépasse les 60 ans à la naissance, alors que nos pas si lointains ancêtres d'il y a 2 siècles, en France, confère les tables de mortalité que vous pouvez par exemple trouver chez Malthus, eh bien, ils avaient une espérance de vie à la naissance qui dépassait un peu 20 ans en ville et qui était un peu inférieure à 30 ans à la campagne. En France, il y a 2 siècles. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce droit équitable à émettre? Eh bien, ça signifie que, en gros, vous pourriez faire une seule de ces choses, une fois dans l'année, et c'est tout. Voilà. Le monde du développement durable est un monde dans lequel, à niveau technologique constant, vous avez le droit de faire une seule de ces choses, une fois dans l'année, et après c'est terminé. C'est une autre manière de dire que le monde dans lequel nous vivons est probablement un monde qui ne va pas durer en l'état. Tout ça à moins de 50 ans, hein, et pour paraphraser André Giraud, qui fut ministre de l'Industrie, le pétrole, il y a 50 ans, ça n'existait pas, dans 50 ans, ça n'existera plus. On peut légitimement se poser la question de savoir si tout ça, qui est considéré comme un acquis social non négociable par tous les gens qui sont en train de faire grève en ce moment, est quelque chose qui va durer, non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons physiques. Alors ça pose un certain nombre de questions, je ne vais pas vous les détailler, je vais probablement laisser ça pour les... Je vais finir par toujours des mathématiques, parce que je vois que votre président me regarde avec un œil courroucé, parce qu'il me reste 45 secondes, donc je vais tenter de bien les utiliser. Vous avez 4 minutes. Ah, j'ai 4 minutes. Alors c'est merveilleux si j'ai 4 minutes. Alors je vais rapidement revenir en arrière sur ce que j'étais en train de vous montrer.